Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour et bienvenue dans le Losers Club. Asseyez-vous confortablement avec nous, prenez ce casque de réalité virtuelle et laissez-vous guider car aujourd'hui nous allons parler réalité alternative. Toudoum. J'attendais un toudoum de votre part. Je voulais faire le toudoum mais j'ai hésité. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'intention de plonger le personnage dans une réalité alternative, et non pas l'intention de tromper le spectateur. Donc, exit tout ce qui est de film à twist avec des schizophrènes et des personnalités multiples. Tout ça, ça dégage. Nous, on parle d'un truc où on sait quasiment depuis le début qu'on est dans un monde alternatif ou pas. Parce qu'en fait, on commence à en avoir eu pas mal des films dans ce genre-là. On a eu par exemple Matrix dans les univers simulés au début de la décennie, enfin de la décennie d'avant maintenant. Il est déjà dans une autre réalité. En 2010. Voilà, et puis beaucoup d'autres films de science-fiction, des concepts de télé-réalité comme Truman Show, et puis plein de pauvres types qui sont un peu schizophrènes et qui voient la vie un peu différemment. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça se répercute sur la morale, sur le format, comment c'est utilisé dans l'œuvre, et donc on va parler aujourd'hui de WandaVision, série diffusée sur Disney+, depuis mi-janvier, et de Bliss, film de Mike Cahill proposé sur Prime Video. Et pendant qu'on critiquera, bien sûr, on parlera de plein d'autres films qui abordent ce sujet. Pour en parler avec moi, j'ai Mickaël. Salut Mickaël. Salut, salut. Ugur, salut. Salut. Et Céline. Bonjour Céline. Salut. Et on commence tout de suite avec WandaVision. WandaVision est la première série du MCU, le Marvel Cinematic Universe, produit par Disney et diffusée sur Disney+. Elle raconte les aventures de Wanda Maximoff. Disney+. Oui. Elle raconte les aventures de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, jouée par Elizabeth Olsen, et de son compagnon Vision, alias Vision, joué par Paul Bettany. La série est créée par Jack Schaeffer, qui a plutôt écrit des comédies avant ça, des films pas très marquants, et réalisée par Mac Shackman, qui est un réalisateur très prolifique et très polyvalent dans la série, qui a fait autant du sérieux que du comique. J'ai regardé, ça va de Game of Thrones, The Good Wife, Fargo, Dr House, Ugly Betty, puis du comique comme The Great, The Boys, ou It's Always Sunny in Philadelphia. Et si je vous dis ça, évidemment, c'est parce que WandaVision s'amuse à jouer avec le sérieux et le comique, puisqu'il y a une sorte d'alternance, enfin pas une alternance, mais en tout cas la série WandaVision se déroule comme une sitcom, en l'occurrence dans l'épisode 1, une sitcom des années 50. C'est seulement petit à petit qu'on va voir que quelque chose cloche, ça commence avec des petits moments d'absence de Wanda, jusqu'à des moments de décalage très flagrants. Alors ma première question, qu'avez-vous pensé de WandaVision ? Bah moi j'ai adoré. Waouh. Ça c'est de la critique. Hein. Ouais. Et tu n'es pas seul. Ok, Mickaël. Non, pour de vrai... Bon alors, maintenant on va rentrer dans les détails. C'est une série plutôt étonnante, surprenante, j'ai envie de dire. Parce que t'as plein de préjugés quand t'as une nouvelle série Marvel, moi personnellement en tout cas. Oui. Et là, elle était, dans la réalisation, elle était très innovante, c'est-à-dire de s'imprégner de l'univers des sitcoms, de décennie en décennie par épisode. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, genre du coup le premier épisode qui était une imitation de I Love Lucy. Le second c'était Ma sorcière bien-aimée, je crois. Voilà, enfin... Ouais, qui commence en noir et blanc. Voilà, et du coup dans la réalisation ça se perçoit, parce qu'on a les fous rires du public, le noir et blanc, les mouvements de caméra de l'époque. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que on est déjà dans l'univers alternatif et on le sait pas. En tout cas, bien sûr qu'on s'en doute, techniquement, mais on nous distille les indices pour qu'au fur et à mesure, ça te donne envie de continuer les épisodes pour savoir la réalité, en fait, derrière l'univers alternatif. Et que même le personnage principal, qui donc Wanda, enfin les personnages principaux, Wanda et Vision, ne sont pas au courant eux-mêmes d'être dans cet univers alternatif. Donc j'avais trouvé ça très smart de partir comme ça de ce point de vue-là, pour que nous-mêmes en tant que spectateurs, on se questionne sur est-ce que je regarde la série ou un TV show dans la série. C'est ça qui était très drôle. Et puis il faut préciser que du coup ça se passe vraiment à la suite des événements des films, Oui. donc en l'occurrence plutôt de Avengers Endgame.
Et donc, comme tu le disais, on entend les rires. Ils ont appuyé sur le fait qu'ils ont filmé dans un décor avec du public pour faire le côté véridique. Donc, l'argument de vente en disant oui, on a vraiment fait comme si c'était une sitcom. Un argument de vente, et je trouve que c'est quand même osé. C'est-à-dire que pour moi, Marvel, je suis pas très fan et souvent c'est très quadrillé. Là, ils ont vraiment été hyper originaux et quitte à faire une série que beaucoup de gens qui aiment Marvel vont pas aimer du tout WandaVision, parce que le premier épisode quand même il faut avoir une certaine culture de la sitcom, je trouve, pour pouvoir apprécier ça. Si tu aimes pas les rires en arrière-plan, tu vas avoir du mal à rentrer dedans, quoi. Surtout, je voudrais aussi ajouter deux trucs que vous avez dit. C'était assez perturbant, qui moi j'ai pas vraiment la culture du sitcom. Surtout, nous avons aussi des pauses pubs pendant l'épisode et parfois des petits décalages ou des reprises de scène, et tu te dis attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, personnellement, initialement, ça m'a fait penser à Truman Show, où le personnage principal n'est pas au courant qu'il fait partie d'une télé-réalité. Et c'est un film que je vous conseille de voir. Avec des placements de produits, ouais. Oui, avec des placements de produits. Mais dans WandaVision, au fur et à mesure des épisodes, on change des époques. Donc, on change un peu le format. C'est des sitcoms, puis ça change de format selon l'époque, selon la thématique. Mais il n'y a pas que ça. On change aussi les vêtements, la coiffure des acteurs, la maison, les publicités qu'on voit, genre on modifie tout et c'est excellent comme travail. C'est comme tu dis, c'est pas que oser d'un point de vue artistique ou scénaristique, c'est aussi oser d'un point de vue budget et niveau travail. Genre on va faire un truc et on va mettre vraiment tout ce qu'il faut. Et comme vous avez dit, il y a aussi un changement de format de l'écran selon l'époque. Genre quand on commence à avoir de l'HD, on commence à avoir tout l'écran, alors qu'avant c'est un petit écran. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a aussi des références de l'époque. Je sais pas si ça va faire un peu du spoil, mais par exemple, dans l'épisode 7, quand ils font du facecam, ça fait référence à The Office ou Modern Family, et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on adapte chaque épisode selon l'époque. Et puis on a du Malcolm. Malcolm. Ah oui, Malcolm. Quand les enfants parlent à la caméra. Et Modern Family, c'était aussi très drôle, je trouve. Je me demande ce qu'ils vont faire après. Ouais, moi aussi j'ai hâte, vraiment. Oui, du coup, faut préciser qu'on a vu que 7 épisodes quand on enregistre. Le 7e est sorti il y a 2 jours. Et que la saison a 9 épisodes, et c'est une mini-série, donc ça va... Si je me trompe pas, en tout cas, ça va dépoter, là. Mais aussi, j'ai trouvé ça drôle que, du coup, tout l'univers de la sitcom de Wanda sont avec des acteurs de Marvel, qu'on connaît déjà. Mais par contre, la réalité, les acteurs, par exemple celle qui joue Darcy, Kate Dennings, elle provient aussi de la sitcom. Enfin, j'avais trouvé ça drôle. Et même celui qui joue Jimmy Woo, il vient aussi d'une sitcom qui s'appelle Fresh Off the Boat. Oh, c'est la famille Huang en français. Enfin bref, j'ai trouvé ça drôle que ça soit des acteurs de sitcom qui jouent des rôles sérieux et que l'inverse, quoi. Mais je me suis demandé s'ils allaient faire une référence à Kate Dennings de Two Broke Girls, peut-être dans les habits ou rapidement, peut-être un clin d'œil, parce que pour le coup, pour Elizabeth Olsen, j'ai un peu vu la sitcom qu'elle a faite avec sa sœur, avec les 2 jumelles enfants. Je me suis dit qu'il y avait un lien dans le côté les jumelles, la sitcom, quoi. Je sais plus le nom. Full House. Mais c'était pas elle qui jouait dedans, c'était une de ses sœurs. Mais c'était pas elle, c'était pas les 2. Mais tu m'as dit que il y a les sœurs Olsen, mais elle fait partie des sœurs Olsen, mais pas des jumelles Olsen. Oui, c'est pas les jumelles Olsen. Elle, c'est la grande sœur des jumelles Olsen, mais il y avait une des jumelles qui jouait dans Full House, qui s'est fait connaître pour ça quand elle était toute petite. D'accord. Faites à la maison en français. Et aussi Catherine Hayne, enfin celle qui joue Agnès, bon elle a pas vraiment fait des sitcoms, mais elle a aussi fait des rôles comiques, donc là c'était drôle de la voir aussi. Et puis elle est extraordinaire. Hein. Ouais. Alors faut dire que comme la série avance dans des époques, elle joue le même personnage, mais donc la voisine qui vient de temps en temps comme dans toutes les sitcoms, mais du coup qui est jamais dans la même posture. Et quelle que soit l'époque où le personnage qu'elle joue, elle est cool, quoi. C'est trop marrant. C'est dans l'épisode 5, je crois, où elle est habillée n'importe comment, en train de fumer sa clope, adossée, assise sur un meuble ou je ne sais quoi, elle me fait rire. Dans l'épisode 1, elle me fait rire quand elle aide Wanda à faire à manger. Et évidemment, dans l'épisode 7, elle fait rire. Et pas que. Je souhaite aussi mentionner un autre truc. C'est que moi, personnellement, je connais pas très bien les Marvel.
Et malgré ça, ça m'a pas perturbé. Par exemple, j'ai vu un game, je connaissais pas trop Vision ni Wanda. Et malgré ça, j'apprécie beaucoup la série. Et c'est pas un obstacle pour regarder la série. Et on apprend même un peu le monde Marvel via la série, ce qui est aussi un très bon... On n'a pas besoin de background forcément pour essayer d'apprécier ou de comprendre l'histoire. Je dis ça juste pour les gens qui veulent voir et qui hésitent parce qu'ils connaissent peut-être pas le monde Marvel. Faut pas hésiter, faut donner une chance parce que c'est vraiment surprenant. À chaque épisode, vous êtes impatient de voir qu'est-ce qu'ils vont vous montrer, quelle époque ça va être, quelle adaptation, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça part dans un microcosme, c'est un microcosme Marvel qu'on va un peu tatillonner avec les différents personnages. Et justement, par rapport au Marvel, c'est souvent gros budget, explosion partout, explosif, plein de personnages. Les Avengers, c'est tous les super-héros. Là, vraiment, c'est un microcosme de super-héros. Et je trouve que c'est aussi intéressant pour ça, comme série héroïque. On a parlé déjà des séries de super-héros. Et bah là, c'est totalement différent de ce genre de séries comme Heroes ou Umbrella Academy ou The Boys. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils aient pris l'initiative de le faire. Et je crois que ça vient de Kevin Feige, là, qui est le grand gourou du MCU. Même s'il n'est pas crédité dans la série, il a eu l'idée. Et je trouve qu'il n'y a que dans un univers cinématographique comme son Marvel ou Star Wars que tu peux oser faire ça. C'est-à-dire, comme disait Céline, dès le début, te mettre dans un univers qui est totalement fantasmé. Et que le public reste. Parce que si tu as la même chose mais avec des personnages que tu connais pas, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, je comprends rien. Et là il y a vraiment le côté, il faut quand même connaître la mythologie en se disant je sais que c'est des Marvel, des Avengers, je sais que c'est WandaVision, et pour les plus aguerris je pense que telle ou telle chose, de faire des théories. Moi je fais pas de théorie parce que je connais pas assez Marvel et que je m'en fiche, je suis là que pour la sitcom, mais donc à la fois c'est un avantage et un inconvénient, mais en tout cas il y a qu'eux qui peuvent le faire, ce genre de truc. Et je trouve ça bien qu'ils aient aussi osé le faire. C'est ça, pour le personnage de Vision, parce qu'il y a le prétexte de se dire bah oui mais nous on l'a vu mourir, alors pourquoi il réapparaît, tu vois. Donc le prétexte de l'univers alternatif, ça le fait revivre son personnage. C'est ça qui est intéressant. Ouais, après j'ai peur que ça devienne un prétexte de fanservice à ce niveau-là. Parce que dans ce cas-là, tu peux faire tous les univers parallèles du monde pour faire revivre tous les personnages du monde. Donc ça devient un peu embêtant, je trouve. Je disais, c'est comme le fait que Pietro il réapparaisse sous les traits de Evan Peters, quoi. Et là aussi, c'était un peu du fanservice à mes yeux. Je me suis dit, bon, ils nous font la Doctor Who, genre, on peut faire des personnages limités, ils vont juste changer d'acteur, ils vont se régénérer eux-mêmes, ça va être drôle, mais Marvel, quoi. Oui, et puis surtout, le personnage de Kat Dennings explique au spectateur la référence, voilà. Donc là, c'est vraiment du fanservice à 100%. Elle le dit, quoi, ils ont recasté. C'est ça qui est bien, parce qu'il se fout aussi de leur gueule en se disant, ouais, on fait ça, mais on est conscient que c'est marrant. C'est bien qu'ils en rigolent eux-mêmes de la situation. Surtout qu'on adore Evan Peters, quand même. Là, vu qu'on en parle, il faut aussi comprendre que c'est le même rôle, mais celui des X-Men. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est pas qu'ils l'ont vraiment recasté, c'est qu'ils ont récupéré le droit de Sony ou de la Fox, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont récupéré les X-Men, quoi. Et c'est ça qui est surtout marrant. Il y a du business derrière tout ça. Oui. Après, tant qu'on parle aussi de oser faire ça, moi je voulais reparler de Mr. Robot, saison 2, épisode 4, qui est un peu l'inverse. Pour le coup, c'est une série très sérieuse et qui joue déjà un peu sur la schizophrénie ou les faux-semblants ou la paranoïa. Et cet épisode commence avec de la sitcom, donc t'as les bandes noires à gauche et à droite, et t'es dans un épisode de sitcom avec des rires enregistrés, et Elliot qui se dit mais qu'est-ce que j'entends, tout ça. Et donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça au début. T'as même Alf qui fait une apparition, la fameuse créature en fourrure là. Et voilà, faut quand même être conscient que c'est pas eux qui ont inventé le changement de format. On pourrait aussi penser à Homecoming, qui joue beaucoup sur le changement de format, sur Prime Video, avec les barres à gauche, à droite, ou les barres en haut, en bas. De Sam Esmail. Voilà. Et oui, du coup, du même gars. Il y a aussi, on parlait de ce truc de sitcom, il y a aussi en fait un épisode de Room 104 qui s'appelle Oh Harry dans la saison 4.
et qui justement c'est un personnage qui est dans un univers de sitcom, toute sa famille fait oh Harry avec tous les rires et lui il comprend pas, il est un peu perdu, il se dit mais pourquoi les gens ils rigolent et tout ça. Et c'est aussi un épisode bon, Room 104 c'est pas terrible, mais bon, cet épisode avec le côté sitcom aussi un peu original et toujours dans ce côté monde alternatif dans une sitcom. Ouais, t'as trop raison, j'avais complètement oublié, mais en plus j'aime beaucoup cet épisode sitcom. On peut passer au film Bliss, qui parle aussi d'univers alternatif et de réalité parallèle. Bliss est un film sorti sur Amazon Prime le 5 février, à l'international, réalisé par McCahill. McCahill avait réalisé avant ça des films avec Brit Marling, Another Earth et High Origins. Brit Marling qui est donc la belle blonde qui a fait d'un côté ces deux films-là avec McCahill, qui était son mari je crois, et d'un côté 2 films et la série DOA avec une autre personne. Alors non, je crois qu'ils sont pas ensemble, mais voilà, pour situer un peu McCahill, qui en fait là du coup, je dis ça parce qu'en fait du coup il perd entre guillemets Brit Marling et pour mieux retrouver Owen Wilson et Salma Hayek dans ce petit film qui est sorti sur Prime Video, qui parle en fait de Greg, un mec qui vient de divorcer, qui a une situation vraiment un peu pourrie, même au boulot ça se passe pas bien. Et un jour, dans le bar au bas de son boulot, il va rencontrer une femme, qui est du coup Salma Hayek, qui ressemble à une SDF, mais qui va lui dire en fait, moi je sais la vérité sur le monde qui t'entoure, tout est faux. Ah non, il a dit pas tout est faux, il a dit j'ai des super pouvoirs, je peux les contrôler, je peux contrôler le monde, elle peut faire clignoter la lumière, elle peut faire tomber des gens, et elle peut manipuler un peu tout ce qui l'entoure. Et puis quand le film va évoluer, on va se demander si justement ils sont pas dans une simulation. Et c'est pourquoi on a intégré ce film à notre thème d'aujourd'hui. Alors, qui veut donner son avis en premier ? Mais je pense qu'elle le dit que le monde qui l'entoure, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Elle dit que c'est dès le fake. début, ouais, okay. Oui, ouais. Et que elle sait qui est réel et qui ne l'est pas. Et surtout, c'est difficile. Elle essaie de convaincre pendant tout le film que Greg, tout le truc qui l'entoure n'est pas réel. Pendant tout le film, elle essaie de persuader Greg de cette idée-là. Et aussi nous, on reste sceptique à cette idée parce qu'on voit la situation de Isabelle qui est jouée par Salma Hayek. Surtout, il doit prendre des pilules pour pouvoir avoir des pouvoirs. On n'est jamais sûr si c'est juste une illusion ou si c'est la réalité. Pour moi, il y a beaucoup d'indices qui vont dans le sens que c'est juste une illusion. Parce que comme tu as dit, c'est une situation compliquée. Il a divorcé, il a perdu son job, etc. Et prendre ces pilules-là, ça donne des pouvoirs, mais à côté, on a plein de trucs qui font que tu penses que c'est peut-être juste une illusion. Et on laisse le choix de croire ou pas. On regarde si Greg va y croire. Moi, personnellement, j'ai envie de croire que, comme Greg, que c'était bel et bien un monde artificiel et que le monde réel est plus parfait que ce qu'on a sur Terre. Mais on te laisse le choix de croire ce que tu veux. Mais est-ce que tu as aimé, du coup ? Bah, moi, j'ai bien aimé parce qu'en fait... J'ai bien aimé qu'on nous laisse le choix de croire ou pas. Personnellement, le caractère de Salma Hayek, je trouvais un peu bof au niveau du jeu d'acteur. Mais sinon, c'est juste un truc que j'ai vis-à-vis d'elle. Je trouve qu'elle n'est pas... C'est pas une bonne actrice, mais c'est tout. Et on va demander à Thierry, c'est quoi son avis aussi sur Salma Hayek ? Pourquoi ? Bah, t'aimes pas Salma Hayek ? J'aime pas trop Salma Hayek, et dans ce film... Il y a vraiment pas beaucoup d'alchimie entre les deux, faut le dire quand même. On a parlé des couples qui fonctionnent il y a pas longtemps. Bon là c'est pas une comédie, c'est pas une romance, mais ça marche pas trop quand même entre les deux, je trouve. C'est difficile. You're my man. Mais pour rebondir à ce que tu disais sur le fait de choisir, pour être plus précis, je pense qu'on peut choisir entre c'est une hallucination, c'est en gros les pilules, ce serait de la drogue. Ouais. Qui font fuir le quotidien, mais voilà. Soit c'est un univers simulé, donc là on se rapprocherait plus d'un truc à la Matrix, dans le sens où on serait branché et on serait projeté dans un monde simulé. Et du coup, si tu te débranches, bah tu reviens dans le monde réel. Mais bon, dans les deux cas, ça marche avec le thème, donc vous faites ce que vous voulez après. Bah, on nous montre une scène avec ça où ils sont attachés à une machine, mais ils sont obligés de prendre 10 pilules en même temps, donc pour moi c'est juste ils se shootent vraiment. Genre, on peut interpréter ça comme ça ou pas, donc c'est pourquoi encore une fois on te laisse le choix d'y croire ou pas, ça reste très flou. Moi ce que j'avais trouvé, bon j'ai pas
t'es emballé par le film, surtout la fin, tu pars en mode boudin, comme on dit. Mais il y avait de bonnes idées, et dans un sens, pour moi, même leur réalité, enfin, t'as l'univers alternatif qui est... En fait, l'univers alternatif pourrait correspondre un petit peu à notre monde réel, mais... Enfin, si on est vraiment dans un monde réel. Mais leur monde réel, pour moi, il ressemble plus à une dystopie, parce que justement, tu voyais qu'ils font des expériences où ils vivent ce monde alternatif, mais pour l'améliorer. En gros, il joue le cobaye, le personnage de Greg, et tu vois que dans les enregistrements passés des autres expériences, c'est le mec blasé qui, en fait, son monde réel, il est tellement parfait qu'il se fait chier et qu'il est, il est blasé, il est exigeant et il profite pas de la vie au final, puisqu'il sait qu'il est dans un univers parfait, il a aucun challenge dans sa vie, il est pas malheureux mais il est pas heureux pour autant. Et en fait, moi, ce que j'avais trouvé plus intéressant, du coup, c'est que l'univers alternatif dans lequel ils se plongent quand même, ils veulent en sortir, mais en même parce qu'ils en souffrent. Enfin, il y a la pauvreté, il y a la pollution, il y a tout ce que tu veux. Mais en même temps, c'est là où il y a sa fille, et c'est là où il y a... l'aventure. Ce qui rapproche le plus de le bonheur, dans le sens où il pourrait vivre avec sa fille, il pourrait aussi rencontrer quelqu'un d'autre pour vivre une histoire d'amour, style. Voilà. Et c'est là aussi où il a ses super pouvoirs, donc il a un petit peu cette force illimitée. Mais ça, enfin moi en tout cas, je trouvais ça drôle que même leur réalité, elle a l'air plus fictive que le monde alternatif, en tout cas à nos yeux. Leur réalité. Ouais, il y a ce côté-là en fait, où la réalité a l'air pas, c'est vraiment, ça a l'air rêvé plus que la vraie réalité. Mais ça, c'est intéressant. Mais au final, le film vite oubliable quand même. Moi, j'ai aimé les premières, j'allais pas dire les premières minutes, mais j'ai aimé le début. J'ai aimé le début du personnage. Bah oui, il y a un meurtre dès le début. Non, mais non, pas en parlant de ça, tu vois. Non, c'est juste le personnage. Il y a un côté stressant où on lui dit de venir voir le boss et il veut pas voir le boss. Et il est là, il prend un autre appel, il appelle un numéro et tout ça. Et là, j'ai trouvé le début vraiment très bien. Je me suis dit, je savais que ça parlait de monde alternatif et tout ça, mais du coup, je me suis dit, bah, ça sort totalement de la sphère du monde alternatif que tu imaginerais, où voilà, il s'ennuie dans son boulot et tout ça, et il n'a pas envie d'aller, il a ses rêves. Et ça, j'ai aimé ça, et en fait, le film, plus il avance, plus les personnages, je trouve que il y a une psychologie des personnages qui au début est intéressante, au niveau 0 après. Il y a des choix, il y a des moments où il doit choisir quelque chose et tu te dis mais what, je comprends plus ta pensée en tant que personnage. Et alors pendant 1 heure on t'a fait voir ce personnage et tu t'attends à que son choix il corresponde à tes idéaux, pas tes idéaux mais parce que là c'est comme ça qu'a été construit la psychologie du personnage. Là ça n'a pas été construit du tout. À la fin, on fait tout et n'importe quoi. Même le personnage de Salma Hayek qui passe de homeless à top scientist. Voilà, c'est des psychologies de personnages qui ne fonctionnent pas. Même si je comprends l'idée, tu vois, tu transfères dans un autre monde, du coup t'es quelqu'un d'autre. Mais là, c'est vraiment psychologiquement, t'es vraiment quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'ai pas aimé la psychologie des personnages et c'est ça qui m'a détaché du film. Je pense que c'est Salma Hayek qui a été la plus perturbante parce que c'est sa faute. Owen Wilson, personnellement, je trouvais qu'il c'était bien et je me suis un peu attaché. Parle pas trop. Un peu clown triste. Un peu... Voilà. J'arrivais à m'attacher parce que je me mettais dans la situation de Greg. Qu'est-ce que moi j'aurais préféré croire ? Est-ce que j'aurais préféré croire que c'est un monde artificiel ou est-ce que je devrais croire que c'est juste une illusion, tu vois ? Et après, j'ai aussi envie de noter que avant de voir le film, j'avais regardé les notes et il était très mal noté, donc j'avais aucune attente. Et malgré ça, je me suis dit, oh, c'était pas si mauvais finalement, tu vois. Donc il y a cette partie-là aussi qui fait que moi, j'ai apprécié parce que je m'attendais vraiment à un truc merdique et finalement, c'est un truc que ça passe. C'est pas aussi mauvais que ça. Si on n'a pas d'attente, on l'apprécie. Je suis d'accord qu'il y a la moitié du film où ça va plus du tout.
Moi, j'aime beaucoup pourtant la manière dont il traitait les films que j'ai cités avant, donc Another Earth, qui parle d'une Terre qui se rapproche dangereusement de la vraie Terre. Et donc, il commence à parler un peu du double, pareil, en fait, du dédoublement et du coup, du choix dans la vie, mais, et de déterminisme un petit peu. Et en fait, il y a toujours une manière de parler de la science-fiction de manière plutôt ok, mais avec à échelle d'hommes et de sentiments. Et je pense que là, dans ce film, il faut considérer que ce sont deux ratés qui se droguent et qui imaginent un monde. Et du coup, rester dans le monde sera une manière aussi de décrocher et de dire non, moi je reste dans le monde. Maintenant, je pense que le film a trop essayé de jouer sur le doute et qu'il fallait pas jouer sur le doute. Il fallait assumer son propos, assumer de dire voilà, c'est un mec qui va prendre des pilules et du coup, il va penser qu'il a réussi sa vie. Mais pourtant, dans un monde où il a réussi sa vie, c'est peut-être pas un monde si bien que ça. Et donc là, ça touche à la dystopie et tout ça. Je pense qu'ils auraient dû assumer ça et ne pas essayer de dire de reverse en fait le monde et de dire oui, c'est Matrix. Comme tu dis, ça commence avec la bureaucratie. Matrix, ça commence dans la bureaucratie. Hein, c'est un pauvre petit informaticien dans des bureaux avant que il y ait un message sur son ordinateur. Donc je pense qu'il y a un peu trop de ça et qu'il fallait pas aller vers ça. Du coup, j'essaie de me dire que j'aime bien ce film parce qu'il est quand même un peu indépendant et qu'il parle de la science-fiction un peu autrement. Mais en vrai, ça va pas trop. C'est vrai que du coup, pour le coup, je préférais ses premiers films qui étaient plus indépendants et plus recherchés, j'ai l'impression. Que là, il s'est perdu à avoir trop d'idées un petit peu originales. Alors que Another Earth était plus simple, puisque derrière, ça voulait aussi parler de la culpabilité et du deuil. Genre, comment aurait été ma vie si ça avait été sur une autre planète où c'est moi, mais qui vit une autre vie, un peu à la Mr. Nobody aussi. Et High Origin, c'était aussi sur les vies antérieures, où il imaginait que dans les yeux, il y avait un peu l'âme d'une personne morte, et que du coup, il pouvait peut-être retrouver son amour, enfin son âme sœur, dans une autre personne qui aurait les mêmes yeux. Voilà, enfin, je trouve qu'il y avait quand même, comme tu dis, il y avait plus de profondeur des personnages dans ses précédents films. J'ai l'impression que là, c'était très, très plat. Je sais pas si c'est que à cause de Salma Hayek, parce que vous avez l'air de la détester et de lui mettre toute la faute. On préfère Brit Marley. Ou l'alchimie des deux personnages, c'est vrai que c'était pas... Voilà. Non, mais même Greg, moi je trouve qu'il est insipide, quand même. Bah, c'est Owen Wilson. Ah oui, il est insipide. Pardon. Il est bien dans certains films. Midnight in Paris, c'est bien, parce que t'as besoin de ce côté mélancolique. Mais là, je sais pas, t'es dans un film justement où tu te poses des questions sur toi-même et le mec, il est là. Moi, ouais. Après, ouais. Je trouve qu'il y avait trop le côté un peu à vouloir faire à la Matrix et te faire douter sur est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel. Donc il y avait peut-être ce côté-là trop à jouer sur le côté mystère et action dans le film qui passait pas au final. Bon, après, il a gardé ses qualités, je trouve, que de Another Earth ou High Origin, c'est que c'est quand même un peu chiant, un peu lent. Ah, le salaud. Et Another Earth, je l'ai vu avec Thierry qui s'est endormi à la moitié du film. Et moi, j'avais pas envie de voir ce film et j'ai dû me taper tout le film. Alors que moi, je peux pas dormir pendant que je vois un film. Et c'était chiant. Je me souviens plus. Bah oui, t'as dû le voir. Peut-être que t'aurais pu éteindre la télé, hein. Personne t'oblige à voir le film jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien voir les films jusqu'à la fin. Voilà. Et, et j'avais trouvé ça un peu chiant, mais c'est personnel. Voilà. Mais je crois que je me suis endormi devant Bliss aussi. Tu vois. Il y a un côté un peu... il y a un problème de rythme. Je pense que c'est ça que je retrouve dans ces trois films. C'est pas que c'est chiant, j'aime bien les lenteurs, des fois c'est bien les lenteurs, mais je trouve qu'il y a un problème de rythme dans ce genre de film. Et là, au bout d'un moment, dès qu'il passe en fait dans l'autre monde, moi, j'ai été déconnecté et j'étais plus là. Je trouvais ça... C'est un film qui manque de caféine. Pourtant, il y a plein de drogues. Il y a des petites références de lieux qui reviennent, mais différemment. En fait, une manière aussi de décalquer un même lieu ou une même situation dans un monde beau, brillant, ou bien dans les dessins de ce monde beau, et dans le monde moche.
Et du coup, pour finir de parler de Bliss, mais transitionner un peu aussi, il y a aussi ça un peu dans WandaVision. Il y a des personnages qui viennent de l'extérieur, qui arrivent dans l'intérieur, et ils changent d'apparence parce qu'il faut qu'ils s'intègrent à la sitcom. Donc, il y a des jeux sur la couleur, mais il y a plein d'autres choses. Tout. Et vous avez d'autres idées comme ça ? Parce que moi, ça m'a fait penser par exemple à The Voices, qui, avouons-le, est un film sur un serial killer et qui voit son chat qui parle. Je sais plus s'il y a du mystère autour de ça, mais bon, faut pas être idiot, hein, le chat ne parle pas. Et tout ça, c'est dans sa tête, évidemment. Donc le mec est schizophrène. Et par contre, ça, on le sait vraiment qu'à la fin, mais vraiment, il passe à la fin d'un monde très brillant, très coloré, réalisé par Marjane Satrapi, voilà, musical, et très coloré et très joyeux, à du coup le vrai monde en fait qui est dégueulasse. Il est dans un appart vraiment dégueulasse, noir, horrible. Et bon, ça c'est un mini twist, mais du coup, voilà, j'aime bien cette confrontation de se dire, bah en fait non, c'était pas ça la vraie vie. Et t'as le même choc du coup dans The Congress. Enfin moi en tout cas j'avais beaucoup aimé le film la première fois où je l'avais vu. Bon, de l'avoir revu avec Mickaël qui te dit que c'est chiant toutes les 5 minutes, hein. C'est pas la même chose. Mais l'idée de base était intéressante. C'est pour ça que je m'endors moi, c'est pour pas l'entendre. On est d'accord alors. Non mais après The Congress c'était aussi... moi je l'avais... en tout cas pour le thème là de l'univers alternatif, pour moi il a marché très bien dedans puisque c'est exactement ça, c'est notre monde mais dans le futur si tu veux, où tu as la possibilité de vivre une autre réalité grâce à des pilules que tu prends quoi, et qui t'emmènent dans un monde d'animation, donc un peu à la Paprika, je sais pas si vous l'avez vu, mais là où tu passes vraiment du réel, donc filmé, à l'univers de l'animation où t'es un personnage animé. Mais ils ont conscience en fait de ça. Et le choc, c'est la fin où ils reviennent à la réalité. Et la réalité, parce que bon, elle a vécu dans le monde d'animation. Le personnage principal est interprété par Robin Wright, qui joue Robin Wright en tant qu'actrice, ce qui est assez drôle d'ailleurs aussi. En tout cas, ce personnage, quand elle revient à la réalité, genre 20 ans plus tard, ils se rendent compte que c'est... un monde un peu à la Snowpiercer où tout est sale et vit dehors, continuent en fait, au lieu de vivre leur réalité horrible, continuent à se droguer et à vivre dans leur tête. Dans le monde d'animation. Et il y a ce calcage, c'est vrai, il y a ce calcage que parlait Thierry justement entre l'animation et le réel. Justement, quand elle rentre dans l'animation, il y a la route qui se transforme en truc un peu à la Looney Tunes, et ça c'est intéressant. Après, moi, j'ai pas aimé le film parce que je trouve que c'est un film qui, en fait, part d'un bon projet qui était, en fait, on va prendre des acteurs et on n'aura plus besoin des acteurs. On va tous les numériser et on va utiliser l'image d'un acteur pour jouer dans plein de films qu'on veut. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, ils partent de ça. Et après, ils partent directement sur le monde d'animation moi, je trouve qu'il y a deux côtés. Et après, on parle plus de ça, et on parle directement dans l'animation, la dystopie, et c'est le bordel. Et moi, c'est là où j'ai un peu moins accroché, bien sûr. Ouais, en fait, tu voulais qu'ils exploitent le concept de SF, alors qu'en fait, ils sont tout de suite passés 30 ans plus tard, donc forcément, ils l'ont pas exploité, quoi. Ouais. Surtout que c'est intéressant, le concept de SF, parce que c'est un problème d'identité. C'est-à-dire que ton identité ne t'appartient plus. Et moi... il parle un peu de ça, mais je trouve que c'était beaucoup plus fort se dire que t'es un acteur et du coup maintenant en tant qu'acteur tu peux plus faire de spectacle, tu peux plus rien faire parce que ta propre identité ne t'appartient plus. Et ça c'est un truc légalement. Voilà, légalement. Et je trouve ça super intéressant et je trouvais qu'il y avait du travail à faire. C'était comme un épisode de Black Mirror et après il diverge et là j'ai fait non. Après, il faut dire que c'est le réalisateur de Valse avec Bachir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est aussi un film d'animation, mais en fait, qui est là plus une autobiographie du réalisateur, qui parle de la guerre d'Israël, mais du coup, il utilise l'animation pour faire passer un peu la pilule de son histoire horrible, quoi. Et je pense que c'est parce qu'il voulait surtout faire de l'animation qu'on est allé directement dans l'univers cartoonesque.
Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est un peu frustrant de partir d'une idée et au final de la lâcher pour passer à autre chose. Voilà. Moi, je trouvais que c'était un peu dickien. C'est adapté d'un livre de Stanislas Lem qui a écrit Solaris et du coup qui a écrit ce livre-là aussi dans les années 50 et qui est un admirateur aussi de Philippe K. Dick pour le coup. Et je trouve qu'on ressent quand même que c'est un peu dickien et moi je suis assez fasciné par comment ils l'ont retransmis dans les années 2010, ou je sais plus de quand date le film. Et surtout, comment ils l'ont adapté probablement à la situation d'Hollywood d'aujourd'hui. Là, on a l'impression de voir Weinstein dans le personnage de Jeff. D'ailleurs, Miramount, c'est Miramax et Paramount. Et on a vraiment du Weinstein avant même qu'il y ait les... Je vous explique au cas où vous n'avez pas compris. J'ai fait ça pendant le film, j'avoue. Non, et puis vraiment, c'est Weinstein, quoi, le mec. Et avant les histoires de MeToo et tout, mais sans parler de harcèlement sexuel, mais même de requin, quoi, en fait. Ouais. Requin du producteur, et puis qu'il y a des messages forts du fait que aussi que le réalisateur est israélien, il parle de à quel point c'est lucratif quand ça parle de nazis et d'Holocauste. Oh là là, c'est quand même vachement intéressant, je trouve. Et je me demande quel est le roman de base pour l'avoir retranscrit sur ça. C'est marrant que tu aies cité K. Dick. Et je trouve que il y a beaucoup de caddies qui ont parlé de cet univers alternatif, mais il n'a pas été encore assez exploité, je trouve, par l'univers alternatif. Il a été surtout exploité par les trucs robotiques ou les trucs comme ça, plus Blade Runner, quoi, concrètement. Mais... en plus, quand tu parlais de l'univers alternatif, moi direct, en fait, j'avais pensé à des adaptations, style Minority Report, Total Recall. Lui, il a toujours... Même, on peut citer... The Man in the High Castle aussi, ce serait un univers alternatif où la Seconde Guerre mondiale aurait eu une autre fin. Donc c'est un peu un univers illimité quand on veut parler d'univers alternatif. On peut passer à la dernière question. Moi, je voudrais savoir dans quel univers parallèle, alternatif, qu'on a vu dans un film ou une série, vous aimeriez vivre maintenant ou plus tard. Grande question. Mais est-ce que nous vivons déjà peut-être dans un univers alternatif ? En tout cas, pas celui où Michael il est drôle, hein. Moi, je vais vous parler d'un monde alternatif, mais c'est pas vraiment un monde alternatif, c'est plutôt le paradis alternatif, c'est-à-dire c'est après la mort. Et il y a Upload, c'est une série télévisée américaine créée par Greg Daniels, mise en ligne le 1er mai 2020 sur Amazon Prime. C'est un futur où les humains sont capables d'être uploadés dans un monde après leur mort. Et c'est une sorte de simulation informatique où nous avons un avatar et où nous pouvons avoir des upgrades, etc. Ça m'a fait un peu penser aux Sims où on crée un personnage parce que c'est comme si tu jouais ton propre avatar. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi parfois des updates. Par exemple, tu peux avoir des nouveaux goûts dans la version 2.9, par exemple. Tu vois, genre c'est vraiment, on est parti à fond dans la simulation informatique. Dans le jeu vidéo. Et surtout, ça relève beaucoup de questions de science-fiction, comme tu as dit, d'identité, parce que tu appartiens à celui qui paye ton upload. Par exemple, dans notre cas, dans la série, c'est sa copine qui a payé pour l'upload, mais le problème, c'est qu'elle peut décider de supprimer ce personnage quand elle a envie, ou quand elle décide de ne plus payer. Elle peut décider de ses vêtements, parce que ça reste son avatar, elle peut jouer avec, et il y a beaucoup de questions comme ça. Il y a aussi d'autres questions en mode... parce que dans la série, ça coûte très cher d'être uploadé, et il y a des grandes entreprises qui font... genre des conglomérats, etc., qui font beaucoup de métaphores avec notre monde actuel. Et il y a beaucoup de questions en mode est-ce que ça doit être un droit universel d'être uploadé de façon gratuite, ou est-ce que c'est... Not in America. Ou est-ce qu'il faut rester capitaliste? Ils n'ont pas la sécurité sociale. Ou est-ce qu'il faut rester capitaliste et faire en sorte que tu dois payer si tu as envie d'être uploadé? Tu vois, genre il y a plein de questions comme ça qui sont super intéressantes. J'ai adoré parce que vraiment c'était comme un jeu. Tu pouvais acheter plein de petits trucs, tu sais, dans n'importe quel jeu. Tu peux acheter un chapeau, tu peux acheter un jean, tu vois, genre. Ou
tu peux décider de sentir l'eau selon l'argent que tu payes. Et il y a différents paradis. Par exemple, tu peux avoir un paradis où tu as une vue sur le lac, ou tu peux avoir un paradis un peu plus cheap qui sera dans, je sais pas, à Paris, tu vois, ce genre de truc. Et j'ai vraiment adoré le côté ludique et aussi un peu alternatif, simulation informatique. Juste pour finir, il y avait aussi une petite anecdote. Dans Internet, on a aussi le dark web. Et aussi dans Upload, tu as un peu le dark web où tu peux avoir des upgrades que normalement tu n'es pas autorisé d'avoir. Et c'est assez marrant. Ils y vont et comment ça se passe. C'est la première chose à laquelle on a pensé. Et je vous laisse faire une petite idée dessus sur quels peuvent être les upgrades. Et c'est surtout marrant parce qu'ils utilisent des crypto-monnaies, par exemple le Libra, qui a été fait par Facebook, etc. Et c'est très marrant comment aussi Facebook, etc. peuvent utiliser les informations qui sont récoltées sur toi pour créer ton avatar ou te faire des publicités. Et c'est super parce que vraiment, ils font plein de métaphores avec notre monde actuel. Et c'est une série qui est excellente et que je conseille à tout le monde de le voir. Et j'espère qu'on aurait ce monde alternatif où je peux être uploadé aussi. On verra avec bien. Un chat ou pas? Avec un chat. Ça dépend. Je pense que j'enlèverai des points négatifs des chats. Moi, j'ai pas de monde alternatif où j'aimerais vivre, mais j'ai des mondes alternatifs que j'aime bien. En fait, que moi, j'ai beaucoup aimé le film Daily. C'est pas la question. Ah, c'est pas la... C'est après. En fait, je pense que c'est un monde alternatif, mais dans lequel on vit déjà, mais on se rend pas compte. Voilà. Tu vois, le monde alternatif que disait Céline, est-ce qu'on vit pas déjà dans un monde alternatif? Non, en fait, c'est They Live. They Live, c'est un film de Carpenter dans lequel un personnage trouve des lunettes. Et c'est quand il met ses lunettes, il se rend compte qu'il y a une société de consommation. En quelque sorte, dans tous les panneaux publicitaires, il y a écrit obéis, reproduis-toi, achète. Mais ça fait passer ça pour une invasion d'extraterrestres aussi. Mais du coup, oui, il y a une invasion extraterrestre et à chaque fois, il y a des gens qui sont les plus riches. Ce sont les extraterrestres, c'est eux qui contrôlent notre monde et qui nous font acheter, qui nous font aussi reproduire parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour construire tout ce qu'ils ont besoin et nous parquer dans des bidonvilles. Ça vous rappelle rien? Je pense que c'est le monde dans lequel on vit un peu. Et tu veux dire que les capitalistes, c'est des méchants? Voilà, les capitalistes, c'est les méchants. C'est un film déjà en plus assez vieux de 1988 et c'est effrayant de se dire que en fait ça n'a pas changé, que en fait on est toujours dans une société où on doit obéir, où on doit aussi en plus d'obéir on doit acheter, vendre, tout ça. Et je trouve que c'est un film intéressant de ce point de vue-là, même si il a hyper mal vieilli, que les extraterrestres ils sont hyper laids. C'est fait exprès, mais dans tous les cas c'est assez... les scènes de combat, tu reconnais les... Ah oui. Ouais. En plus c'est un catcheur, le personnage principal, du coup c'est vraiment pas le meilleur acteur du monde. Justement, il y a une scène de 20 minutes où ils se battent dans une ruelle. Mais j'adore cette scène, hein, mais juste, voilà, t'es dans un film de science-fiction et ils font une scène où ils se tapent pendant 20 minutes. Mais pour rien. Il a pris un catcheur et il fait du catch, il va pas... Attends. C'est ça. Ça devait être dans son contrat, tu sais, il faut qu'il ait au moins un quart d'heure de scène de combat. Un quart d'heure. Mais c'est ça qui est intéressant pour un film de série B. Moi, je trouve que c'est un film de série B qui a parlé vraiment de vrais problèmes et qui, du coup, sur l'allégorie des extraterrestres qui envahissent la Terre, c'est en fait l'allégorie du capitalisme qui tue qui tue tout le monde, quoi. Surtout les plus pauvres. Qui fait la pauvreté, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment cette comparaison en temps réel où tu vois le vrai monde et hop, tu mets les lunettes et tu vois... le vrai monde. En tout cas, voilà, le monde réagi par les extraterrestres. Justement, ce journal où au bout d'un moment, il prend un magazine et il regarde les pages, c'est vend, acheter, reproduis-toi. Et quand il retire les lunettes, en fait, c'est des articles politiques et tout ça. Et c'est génial. Et je trouve que voilà, le concept n'a jamais été repris, j'ai l'impression. J'ai jamais revu ça. C'est ouf, hein. Nulle part. Alors que John Carpenter, voilà, les Halloween 10 000, on en a eu. Le Day Live, ils n'ont pas voulu le refaire. Mais, je pense, c'est intéressant. Je pense que le concept a été repris par des théories de complotistes. C'est pourquoi ils se sont dit on va pas aller trop dans cette section-là parce que ils vont dire regarde, parce que... ce qu'on avait dit c'est vrai. Regarde ce film-là, tu verras.
Et toi, Céline, la complotiste, tu voudrais vivre dans quel monde? Bah, du coup, moi, je réponds à la question de Thierry, au contraire, tu vois, et j'ai fait mon petit top. Alors, c'est sûr qu'en premier, ce serait Vendavision, parce que vivre dans des séries télé, ce serait mon rêve. C'est vrai. Sincèrement. C'est sûr que t'as tout le temps envie que quelqu'un rigole en permanence. Non, mais en fait, dans moi, j'ai ta envie vie. que ma série soit filmée, qu'elle soit filmée à la Fleabag. Genre, à chaque fois, je fais des regards caméra en mode. Moi, je le fais tout le temps depuis que j'ai vu Fleabag aussi. Ils sont fous. Ils croient qu'il y a une caméra dessus. Braquée sur eux. Sinon, un autre monde qui serait aussi proche du nôtre, ce serait peut-être un peu le Westworld. Enfin, me dire que je pourrais Pas mal. accéder à un univers alternatif, mais vraiment tout un univers. Genre, j'aimerais jouer dans Game of Thrones ou un truc comme ça, tu vois. Ce serait cool. Mais, et ça m'a fait aussi penser à l'épisode de Black Mirror qui s'appelle Hang the DJ. C'est l'épisode 4 de la saison 4. Et là, en fait, c'était un univers alternatif où ils pouvaient... alors, si je me souviens bien, ils pouvaient trouver leur âme sœur grâce à une application, quelque chose comme ça. Et tu découvres à la fin que c'est totalement faux. Enfin, c'était le twist final qui était intéressant. C'était qu'en fait... eux-mêmes, ils jouent des, comme avait dit Ugur, là, ils jouent des avatars qui essayent de rencontrer l'amour dans l'univers alternatif. Et j'avais beaucoup aimé cet épisode qui était en plus pas déprimant, parce que Black Mirror, à chaque fois, c'est déprimant, les épisodes, je trouve. Voilà. Bon, en fait, moi, Bon, il est un peu déprimant à la fin quand même. Ouais, il est un peu triste à la fin, je suis d'accord, mais c'était le moins qui te faisait genre en mode réfléchir à pourquoi ma vie est-elle comme ça. bah, en fait, je pense qu'il y a deux types de mondes alternatifs. Tu as celui où tu as la simulation informatique un peu en mode VR. Genre, il y a le film Ready Player One où vraiment tu vas dans ce monde alternatif, ou même le Upload où tu es dans un monde alternatif où c'est juste un monde artificiel informatique, et tu as l'autre côté un peu plus physique où ton corps est là-bas. Et moi, personnellement, je suis plus partant pour le monde alternatif artificiel informatiquement où on peut juste jouer comme on joue aujourd'hui, et que je pense que c'est plus crédible, alors que l'autre c'est moins crédible, c'est plus science-fiction ou comment dire, il y a moins de probabilité que ça nous arrive à nous, tu vois, alors que dans le côté informatique, je me dis pourquoi pas, tu vois, et tu rentres dans le jeu et ça me fait plus rêver parce que je me dis peut-être que ça peut être aussi possible dans mon monde, et c'est pourquoi je suis plus partant dessus. En fait, je change ma réponse pour Ready Player One parce qu'ils vont dans The Shining, qui est mon film préféré. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aurais voulu vivre dans Ready Player One. Voilà. C'est l'argument ultime. À toi, Céline. Mais, non, mais justement, j'allais dire le problème des films un peu comme Ready Player One ou Bliss, The Congress, enfin, c'est qu'ils te montrent à chaque fois que t'as pas vraiment d'alternative parce que ton monde réel est trop pourri. Du coup, on t'oblige un petit peu à vivre dans un monde alternatif. Oui, c'est souvent une critique. Si, c'est une critique justement. Ouais. Et j'ai comme l'impression la qu'ils Bliss, la drogue, ouais. Ouais, mais qu'ils utilisent tout le temps le prétexte que bah c'est bon, on a déjà en gros la Terre elle est polluée, on peut pas vivre dans notre monde réel, donc c'est beaucoup mieux de vivre une réalité virtuelle. Bah non, Bliss c'est justement l'inverse en fait. Maintenant que j'y pense, Bliss c'est justement ils sont dans une réalité extraordinaire, mais justement pour se rappeler d'être humble, ils doivent aller dans l'univers totalement horrible pour se rappeler c'est quoi. Le pouvoir de mémoire, quoi. Le devoir de mémoire. Oui, mais le problème, c'est que dans Bliss, leur réalité, c'est une dystopie. C'est-à-dire que même si elle est parfaite, ils se font chier et ils aiment pas vivre dedans. Oui, c'est vrai. Et toi, Thierry, c'est quoi le monde que t'aimerais vivre dedans? Ouais, et puis... Celui où t'existes pas. J'ai lire ta question. Oui, non, mais et puis Ready Player One, c'est très probablement ce qui va arriver bientôt, quoi. Et puis c'est vrai, le mec vit dans une sorte de bidonville. Enfin bon, c'est pas, si c'est carrément un bidonville en fait, où des maisons empilées sur d'autres, très pauvres, dans des situations très précaires et tout ça. Mais de toute façon, on s'en fout parce que tout le monde va dans le monde fictif, vivre sa meilleure vie. Écoute, t'aimerais vivre avec The Shining avec moi?
Non. Bah, même si j'aime beaucoup Ready Player One, non, ça m'intéresse pas. Parce que de toute façon, je vais le vivre, quoi qu'il arrive, dans 20 ans, c'est ce qui va se passer. Donc, Puis Shining, on le vit tous les jours avec toi, Miguel. Bah, en fait, ça reste plus crédible quand c'est une simulation informatique parce que on a plus de probabilités que ça nous arrive aussi. Et c'est ça qui me fait un peu rêver en mode putain, genre, si je peux être mon propre avatar et que je puisse jouer dans un jeu et décider où j'ai envie d'aller, ça me fait plus rêver que dans un mode alternatif où j'ai le PSVR. Tu sais que ça reste très imaginaire et que c'est, par exemple, WandaVision, c'est bien beau, etc. Mais tu sais que c'est moins crédible d'un point de vue réalité. Bah, sauf si tu utilises un logiciel informatique pour te générer dans une sitcom. C'est ça. Ce qui peut être original. Ou sauf si on dit, bah à partir de maintenant, on fait tous comme si on était dans une sitcom. Ah, donc Mickaël fait les rires. Qui fait quoi? Bah, je pense que si on veut vivre dans un univers simulé, ce sera un univers qui est meilleur que le nôtre, je pense. Donc c'est un des penchants des univers alternatifs, c'est qu'il soit meilleur. L'autre, c'est que l'univers soit moins bien. Comme dans Die Live de Mickaël. Du coup, moi, c'est con. Et c'est nul comme réponse, très très nul. Mais ce serait Inception parce que, en fait, je me dis, bah c'est cool, tu dors et à l'intérieur de ton rêve, tu vis. Et même tu peux dormir dans ta vie pour revivre autre chose. Alors c'est nul, mais moi depuis que j'ai vu Inception, je pense qu'à ça. Je me dis mais cool, tu peux te mettre en sommeil pour lire 1 million de livres et quand tu reviens, et ben t'as tout lu en 3 secondes, trop bien quoi. Mais Thierry, est-ce que t'as ton totem? Parce que ça se trouve t'es déjà en train de rêver là. Quel est mon totem? Il en a pas. Y a rien. Bah voilà, donc t'es en train de rêver. Ah non, mince. Pas mal. Bah, si tu rêves de nous, ça doit être un cauchemar. Ah bah tu m'étonnes. Non, rien. Ah oui, Ouais, par contre, je changerais la chanson. Nous, on nous mettrait l'aigle noir plutôt. J'aime bien le choix de Thierry. Inception, je pense que c'est aussi une très bonne idée de monde alternatif et qui est encore plus crédible parce qu'en effet, à chaque fois qu'on rêve, on est dans un monde alternatif en quelque sorte. Après, si on peut parler aussi d'autres mondes alternatifs, tout le monde rêve. Bah maintenant, c'est trop tard pour moi, hein, mais j'ai jamais reçu ma lettre de Poudlard, quoi. Je veux dire, j'aurais pu. Bah ouais. Désolé de te dire que ça n'arrivera pas. J'essaye de foncer dans des murs avec des caddies des fois, mais ça se voit pas. Hein. Ça marche pas. Vous voyez bien, ça passe pas. Ça passe pas. Bon, puis on a parlé de The Good Place, donc voilà, c'est bon, on a parlé de The Good Place. Ah, merci. Ah non, The Good Place, j'aimerais pas manger des frozen yogurt tout le temps. Au moins, t'aurais Janet. Ça serait cool d'avoir une Janet dans le... C'est vrai, c'est bien d'avoir une Janet. Ouais, tout le monde rêverait d'avoir une Janet. Ouais, à la place, moi j'ai un Michael. Avec le mansplaining. C'est donc la fin de cette émission sur les mondes alternatifs, univers parallèles et autres bizarreries. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, le Losers Club. C'est important, le Losers Club. On est so French. On est so French. Sur Facebook aussi. À le Losers Club, pareil en fait. Et on n'a pas changé de nom. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un super thème inventé par Mickaël, je crois. Inventé. Ouais. Je sais plus dans ce que c'est. L'univers parallèle. C'est sur Hannibal Lecter. Ah mais oui, bien sûr. Spécial sur la nouvelle série de Clarice Starling sur CBS et en direct sur TF1 et Salto, je crois. Waouh. Ouais, sur Salto en ce moment. Voilà. On va manger du foie. Oh. Avec des fèves au beurre. Ah oui, c'est pas la série à regarder en mangeant. Salut. Bye bye. Bye. On vous débranche. Suivez-vous. Retour à la réalité. Do you want a balloon too, Georgie?